Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Je suis Anne-Gaëlle, coach professionnel, équi-coach, multi-entrepreneur passionnée de développement personnel, de nature et de chevaux et maman de 3 enfants. Ma mission est de vous guider pas à pas et en douceur sur la voie de la sérénité. Tous les 15 jours, je vous partage ici des clés, des outils, des ressources bien-être ainsi que mes expériences pour vous inspirer et vous amener à retrouver le calme en vous et autour de vous. Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Vous arrive-t-il de vivre encore et encore les mêmes situations ? De répéter encore et encore les mêmes comportements qui mènent aux mêmes résultats ? Est-ce que ça vous arrive de vouloir changer ça et d'essayer de changer ça ? Évidemment, quand la situation est déplaisante ou quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, et de ne pas y parvenir. De replonger tête et bras en avant dans le même flot d'excuses, le même flot d'histoires. Si ça vous arrive parfois, ou même souvent, alors cet épisode est fait pour vous. Bonjour mes chères auditrices et chers auditeurs, je suis à nouveau ravie de vous retrouver et j'ai l'impression d'ailleurs que ça faisait une éternité que j'étais pas venue ici déposer mes réflexions et mes inspirations du moment. En 15 jours, il s'est passé tellement de choses sur le plan personnel et professionnel, ça a tellement bougé dans une énergie positive et de progrès que à la fois je n'ai pas vu le temps passer et à la fois j'ai l'impression d'avoir eu 1000 vies et vécu 1000 choses. C'est tellement enrichissant et vibrant quand ça se passe comme ça dans nos vies. Et franchement, j'en profite clairement. J'en profite car ce n'est évidemment pas toujours comme ça. Je sais qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir un coup de fatigue, un couac dans le quotidien, un souci à gérer, parce que c'est tout simplement ça la vie. Des périodes d'expansion et des périodes de contraction. La vie, c'est pas une ligne droite, un trait linéaire. Dans l'épisode précédent, je vous donnais d'ailleurs quelques astuces pour vous aider à savoir si justement, durant ces périodes, il faut s'écouter ou se forcer un peu. Je vous invitais particulièrement à être vigilant quant aux signaux d'alerte qui vous disent « lève le pied, pose-toi, prends du temps, repose-toi ». Et aujourd'hui, je vais être dans la démarche inverse. Je vais davantage vous inviter à la réflexion sur ces moments de contraction où tout semble à l'arrêt. Ces moments où vous avez initié des choses, des projets, des tâches, un objectif à atteindre peut-être, et puis que vous arrêtez subitement. Ces moments où, au lieu de vous concentrer sur ces choses-là, sur ce qui compte réellement pour vous, vous papillonnez vers d'autres tâches, d'autres projets, d'autres objectifs. Ces moments où vous procrastinez, culpabilisant parfois pas, de ne pas aller au bout de ce que vous aviez commencé. Et vous justifiant de tout un tas de bonnes excuses, bien sûr valables, comme le manque de temps, le trop-plein de sollicitations familiales ou professionnelles, vous adaptez à votre situation. Ça peut être aussi le manque d'envie, la fatigue, la flemme tout simplement, ou peut-être un coup dur, les aléas de la vie. Ce sont souvent des moments facilement identifiables car en réalité l'énergie est quand même là, c'est-à-dire qu'on la mobilise ailleurs, et donc c'est plus une forme d'apathie. Un manque de motivation, un manque d'entrain. Alors quand ça se passe de façon isolée, ça peut être le signal que vous avez justement besoin de repos, de lâcher prise et de prendre du recul pour oxygéner votre esprit, de prendre soin de votre corps en faisant d'autres activités ou justement en ne faisant rien, de vous organiser autrement en privilégiant peut-être vos besoins avant tout, de vous interroger sur le sens de votre projet, sur le pourquoi je veux réaliser ceci ou cela. Mais quand ces moments se répètent, quand vous vous emballez sur un projet et que vous n'allez pas au bout, ou que vous y allez mais sans y mettre l'intention nécessaire pour qu'il aboutisse, pour qu'il fonctionne et que finalement ça marche pas si bien et finalement j'aurais peut-être pas dû. Quand vous remplissez une to-do list et que vous ne vous mettez pas à la tâche et que donc délibérément cette to-do list reste là, posée sur votre bureau, sur la porte du frigo, et que rien ne bouge, et que tout s'accumule. Quand vous avez un objectif et que vous manquez de constance, de discipline pour l'atteindre, parce que, après tout, ça change vos habitudes. C'est pas si facile de changer d'habitude. Ça m'emballait pendant 3 jours, mais maintenant j'en ai marre.
Précisément, c'est dans ces moments-là que se dire « il faut que je fasse ceci, je dois faire cela, ce serait bien que j'accomplisse ceci », ça ne suffit pas à retrouver la motivation. Car la procrastination, c'est un mode d'auto-sabotage. La procrastination, en passant, elle peut être active ou passive. Donc je peux procrastiner de façon passive, c'est-à-dire être une carpette sur mon canapé, surfer sur les réseaux sociaux, faire du shopping en ligne, bouquiner, aller promener le chien, ça c'est de la procrastination passive. Procrastination active, c'est que, non, je travaille sur un truc. Je travaille dur sur un truc. Je me suis lancée dans des travaux à la maison parce qu'il fallait refaire telle pièce. En fait, on fait beaucoup de choses, on s'occupe beaucoup. Donc on ne peut pas nous dire qu'on ne fait rien et on ne peut pas se dire à soi-même qu'on ne fait rien. On justifie finalement le fait de ne pas réaliser un objectif, un projet, nos tâches parce qu'on a autre chose à faire que l'on a considéré inconsciemment comme étant une priorité. Donc là, on va procrastiner de façon active. Et cette situation, je l'ai vécue et revécue. J'ai répété ce schéma, notamment avec la procrastination active. C'est-à-dire que je m'épuisais à faire beaucoup de choses. Et je pourrais encore répéter ce schéma parce que c'est un processus inconscient. En fait, mes pensées et ma conduite sont dirigées par mon inconscient. Et si j'y prends pas garde, si je suis pas vigilante par rapport à ça, je sais que je vais facilement saboter à nouveau mes projets. Donc cette année, j'ai décidé, par exemple, de réorganiser mon système d'affaires, mon business model, comme on dit en anglais, en me focalisant uniquement sur la création d'offres en ligne. Donc la formation en ligne, le coaching en ligne, la création de contenu. J'ai décidé de digitaliser à 100% mon activité pour une raison simple, c'est pour la mettre au service de mon épanouissement personnel. En fait, j'ai des projets personnels qui me demandent une certaine liberté. Et cette activité, en étant digitalisée, me permet d'accéder à cette liberté à laquelle j'aspire depuis toujours. C'est une de mes valeurs phares, la liberté. Mais en fait, quand je parle de liberté, chez moi, ça veut dire cette liberté de pouvoir choisir mes moments, mes contraintes, mon emploi du temps. Et donc, je m'étais dit, je vais créer une offre de formation, la mettre en ligne, la commercialiser, c'est ça mon objectif. Je me suis donné 6 mois pour le faire et durant les 4 premiers mois de l'année, j'ai dû rester ultra focus, ultra concentré finalement sur cet objectif. Et là, comme je touche au but, qu'on est en période plutôt de commercialisation maintenant, c'est là que je vais être facilement tentée de repartir dans la création d'un autre projet. Ce que j'aurais fait avant, j'aurais relancé un truc en parallèle. Parce que c'est ce que j'aime, créer. C'est ça ma zone de génie, c'est ça qui m'éclate. Moi, ma zone de génie, c'est pas vendre. Vendre, c'est pas mon truc. J'ai un peu appris à le faire parce que j'ai vendu des voitures pendant 15 ans. Du coup, je me sers de ça aujourd'hui. Mais imaginez une offre, la créer le nom, créer l'univers, le branding, imaginer le processus par lequel l'apprenant va passer pour acquérir une compétence, pour se transformer. C'est ça qui m'anime. Et maintenant, il y a la vente. Et ça, c'est moins sexy pour moi, ça me plaît moins. C'est moins attractif. Et donc, par le passé, je créais un truc, un projet, je lançais quelque chose. Et puis, quand ça devenait un petit peu plus barbant, à mon sens, et que c'était moins confortable pour moi, que c'était moins dans ma zone de compétence, j'avais tendance à papillonner, à vouloir créer autre chose, à avoir envie d'autre chose, à me dire que finalement c'était pas si bien. En fait, je cédais à l'appel de la lune de miel, parce que c'était beaucoup plus sexy et vibrant. Alors c'est quoi l'appel de la lune de miel ? Si vous connaissez pas ce concept, je vais vous le présenter. Il est parlant, puisque c'est une métaphore de ce que l'on vit lorsqu'on se marie. Quand on est dans sa vie amoureuse, nouvelle vie amoureuse, on est tout exalté par notre partenaire. On ne voit que lui, on ne voit que sa beauté, on ne voit que ses qualités. On est fusionnel, on aime être avec, on a besoin d'être avec tout le temps. Et on part en lune de miel, on fait ce beau voyage ensemble. Et c'est l'éclate, c'est l'extase. D'ailleurs, on rayonne, on est heureux. Plus rien n'a d'importance à part ça. Et puis, arrive le temps du quotidien, de retourner à ses occupations quotidiennes, ses responsabilités quotidiennes. À la routine, on vit ensemble, on se découvre un petit peu plus.
Et on commence à voir quelques défauts, à percevoir quelques petits trucs qui nous plaisent moins tout d'un coup. Et puis il y a des soirées où on s'ennuie, puis il y a des soirées qui sont beaucoup moins palpitantes par exemple. Et en fait, dans ces moments-là, on se rappelle de cette lune de miel. Et ça nous manque. Et on a envie de ressentir à nouveau ça. Ça nous avait fait sentir tellement heureux, tellement exalté, tellement en joie, tellement vibrant. On voudrait ressentir ça à nouveau. Et donc c'est exactement la même chose quand on a un objectif, quand on lance un projet, quand on crée une entreprise, quand on se lance dans quelque chose de nouveau. Au départ, c'est la lune de miel. C'est exaltant, c'est vibrant, c'est nouveau. On est plein d'énergie, plein d'entrain. On ne pense qu'à ça. On est plein d'imagination, de créativité. On a toute notre énergie tournée vers l'accomplissement de ça. Et puis on va rencontrer les premiers obstacles, les premiers défis, des tâches un petit peu barbantes, qu'on sait moins faire, qu'on sait pas faire. On va se planter peut-être 1 ou 2 fois, on va faire des erreurs, on va avoir des critiques, etc. Là c'est moins chouette. Tout d'un coup, le gazon devient plus vert chez le voisin. On commence à lorgner le gazon du voisin, à vouloir le gazon du voisin. On se dit, en fait, j'aurais peut-être dû faire comme lui ou comme elle. Et moi, j'ai pas une si bonne idée que ça. Et si je changeais ? Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, pas de culpabilité. Parce que, évidemment, tant qu'on n'a pas conscience de ce processus-là, de ces mécanismes-là, c'est normal qu'on reproduise la même chose. Et à un moment donné, ce qu'il faut, déjà, c'est en prendre conscience. C'est ce que je vous propose ici. Du coup, si peut-être vous découvrez, ce sera votre première prise de conscience. Et en 2, ça va être d'avoir un déclencheur, un déclic. Parce que simplement se dire il faut, je dois, etc., c'est une injonction. Ça donne pas du tout envie à notre cerveau qui, lui, recherche le confort, le plaisir, ce qu'il connaît, ses habitudes, etc. Donc, le il faut, je dois, ça ne marche pas. À part se flageller, se culpabiliser davantage, de ne pas réussir à se bouger. Et donc ce déclic, c'est celui qui va nous mettre un coup de pied aux fesses pour nous bouger, nous réveiller, nous remettre sur le droit chemin en quelque sorte. Et c'est comme dans cette situation amoureuse que je décrivais tout à l'heure, c'est quand on est dans sa vie de couple, c'est cette étincelle qu'on entretient, ce feu qu'on entretient. Il faut recréer l'étincelle, il faut avoir de l'imagination, de la créativité, il faut aller chercher la nouveauté dans son couple. Recréer des moments qui nous rappellent cette lune de miel. C'est pareil quand on suit un projet, un objectif, etc., qu'il soit sportif, qu'il soit personnel, professionnel, qu'importe, ça marche avec tout. Donc, quand vient le moment des difficultés, que l'on n'a plus envie, que l'on est démotivé, que l'on est fatigué, peut-être parce qu'il y a d'autres choses aussi qui nous submergent dans d'autres domaines de notre vie, peut-être parce qu'on n'est plus sûr que c'était une bonne idée, qu'on a un peu perdu le sens du pourquoi je fais ça, à quoi ça sert, etc. Ce déclic, il va aider. Et le déclic, il arrive comment ? Il arrive souvent de l'extérieur. Alors le déclic, ça peut être une petite réflexion qui va un petit peu nous chahuter, qui va nous donner la petite gifle dont on a besoin en quelque sorte. Et cette petite réflexion, ça peut être dans notre entourage, quelqu'un qui va nous demander où en est notre projet. Alors, ça en est où ton projet ? Ça donne quoi ? Tu as envie de ton activité et ton entreprise ? Quels sont les résultats ? Est-ce que tu es contente de ce que tu fais ? Est-ce que tu es heureuse dans ce que tu fais ? Est-ce que tu as fait le bon choix ? Ces petites réflexions qui chatouillent un petit peu notre ego parce qu'on sait très bien qu'on n'en est pas là où on aimerait dire qu'on en est et puis peut-être que du coup ça va être suffisant pour nous remettre un petit peu ce petit coup de boost. Parfois ça suffira pas, ce sera peut-être davantage culpabilisant, peut-être qu'on se sentira encore moins bien parce que on se sentira pas à la hauteur, on se sentira peut-être bête face à cette personne, etc. Donc c'est pas dit que ça marche. Mais ça peut être aussi l'effet miroir. Un effet miroir, c'est quelqu'un qui nous renvoie quelque chose. Et ça induit parfois aussi des prises de conscience, des déclics. En fait, tout à l'heure, je parlais de l'herbe du voisin qui est plus verte. On aimerait avoir la même herbe et on se dit on aurait dû faire comme lui ou comme elle. Et puis, ce voisin va un jour venir discuter avec nous et puis il va nous raconter comment il a galéré à couper son gazon, comment il a galéré à l'avoir bien vert, comment son gazon a cramé plus d'une fois et puis il a dû le refaire, comment il a dû l'entretenir, etc. Et là, on va se rendre compte qu'en fait, c'était pas plus simple chez lui. Par contre,
ce qu'il a fait de différent, c'est que tous les jours, il a mis des actions. Quand il a rencontré des obstacles, il a cherché des solutions. Et en fait, ces actions mises bout à bout, ces petits pas, les uns après les autres, lui ont permis d'avoir le gazon qu'il a aujourd'hui. Et ça va nous permettre de prendre conscience de, ce que je veux obtenir, ça s'obtient pas tout seul. Il y a des actions qui viennent en face, et en fait, c'est pas plus facile pour lui que pour moi. C'est juste que moi, je me suis enfermée dans un système où je me dis que c'est plus facile pour lui, et je m'évite les efforts nécessaires pour y arriver. L'effet miroir, ça peut être aussi exactement ce qu'on cherche à éviter et que la personne en face est en train de vivre. Et alors moi, je fonctionne beaucoup comme ça. C'est des situations dans lesquelles je ressens quelque chose qui me fait dire mais c'est exactement le genre de situation ou le genre de vie que je ne veux pas. Et donc ça me permet de retrouver l'étincelle pour m'accrocher à ce que j'ai décidé moi, à mes choix. Je prends un exemple concret, mais c'est vrai que le modèle métro boulot dodo ne me fait pas rêver. Moi, le 8h-17h, ça me fait pas rêver. Je critique absolument pas ceux qui font ceci, qui vivent ce type de vie, qui est, rappelons-le quand même, la majorité des vies professionnelles que l'on connaît autour de nous. J'ai fait un choix très atypique, professionnellement parlant, mais je l'assume. Avant, je l'assumais pas tellement. Parce que je me sentais en décalage, parce que cette forme de travail atypique, j'avais l'impression que c'était pas un vrai travail. Je le décrédibilisais. Mais en fait, maintenant, quand quelqu'un me parle de son quotidien, me dit aussi les frustrations, les difficultés qu'elle rencontre par rapport à ce type de quotidien, je me dis mais c'est exactement ce que je ne veux pas dans ma vie. Donc cet effet miroir va m'aider. Un autre effet miroir, c'est peut-être quelqu'un qui va justement vous renvoyer le fait que, cette personne-là aurait aimé avoir le courage, aurait aimé peut-être avoir la volonté, la persévérance de faire comme vous. Elle va peut-être parler de comment vous l'inspirez en fait, de comment peut-être elle vous admire. Et ça va vous remettre aussi la petite étincelle. Alors attention avec ça parce que c'est surtout là plus l'ego qui va parler, qui va être nourri. Et si on devient addict à ça et que dans les moments où ça va moins bien, on n'obtient pas ça, cette petite nourriture de notre ego, qu'on a juste besoin de ça en fait pour se remonter, c'est beaucoup plus difficile et puis surtout c'est finalement pas le bon cheminement. Donc juste attention, petite parenthèse, à ce type de validation en fait qui viennent de l'extérieur et qui ne doivent pas être uniquement la raison pour laquelle vous initiez ce que vous êtes en train d'initier. Et puis, on peut imaginer aussi que le déclic vient d'une citation qui va vous impacter. Et ce fut mon cas, parce qu'avant de relancer mes projets, ce projet de digitaliser vraiment mon entreprise, j'ai eu une bonne traversée du désert. En fait, j'avais fait plein d'expériences, accompli certaines choses, lancé beaucoup de choses. Donc là, je me suis tout d'un coup éloignée de mes aspirations de vie. Je me suis dit, mais en fait, je suis en train d'essayer de faire beaucoup de choses au niveau professionnel, peut-être trop de choses, et du coup, cette liberté à laquelle j'aspire, je suis en train de la perdre. J'ai eu ce sentiment de devoir arrêter. D'ailleurs, j'ai pas eu vraiment le choix à un moment donné, et j'ai pris ça comme un message. J'ai pris ça comme, ok, en fait, c'est ce qu'il me faut, que j'arrête. Alors cette citation, c'est la citation de Nelson Mandela, que j'avais lue, mais déjà plein de fois, mais qui ne m'avait fait presque, je ne vais pas dire aucun effet, je l'ai trouvée très chouette et pertinente, mais en tout cas, voilà, elle ne m'avait pas éveillée comme elle m'a éveillée à cet instant-là. Et cette citation, qui est celle-ci, que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs, cette fois-ci, quand je l'ai lue, j'ai été parcourue d'un frisson. J'ai ressenti en moi quelque chose de très puissant. J'ai réalisé à cet instant même que j'avais perdu trop de temps à douter, à me fier à mes peurs, à réfléchir, à me faire des nœuds au cerveau constamment. J'ai eu cette prise de conscience que je ne mettais pas mon énergie au bon endroit, que je la perdais à me faire du souci pour des choses qui n'étaient pas arrivées et qui probablement n'arriveraient jamais, que je la dépensais pour beaucoup satisfaire les autres, plaire aux autres, entourage proche ou moins proche, à attendre d'ailleurs des autres qu'ils valident mes actions, à disperser cette énergie à vouloir tout accomplir en même temps, parce que je me rappelais de cette petite fille que j'étais et qui rêvait
voyage, d'être entourée de chevaux, d'une vie dans la nature, d'une vie de liberté auprès des animaux, d'avoir un travail créatif. C'était un peu tout ça, donc j'essayais de réaliser tout ça. Et puis en même temps, je me rendais compte que c'était difficilement réalisable, et donc je m'épuisais, j'épuisais toute cette réserve d'énergie que j'avais. C'était décourageant. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai saboté, j'ai procrastiné, j'ai freiné des 2 pieds, je me suis trouvé des excuses, je me suis dit que je pourrais encore essayer autre chose, par peur justement de manquer de disponibilité pour les autres, de peut-être pas être appréciée à ma juste valeur. J'ai opté pour écouter mes peurs, me freiner. Et donc à cet instant, quand j'ai lu cette citation, que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs, j'ai compris que ma vie reflétait à cet instant précis davantage mes peurs et surtout mes douleurs. Même si j'avais entrepris beaucoup de choses, que j'étais sortie souvent de ma zone de confort, que j'avais dû acquérir beaucoup de nouvelles compétences, que j'avais gagné en un tas de nouvelles expériences, que j'avais aussi gagné en expertise dans mon domaine, que finalement j'ai fait un énorme bond en avant. Ça ne reflétait pas réellement ce à quoi j'aspirais quand j'étais petite. Et donc cette citation a fait déclic. Je voulais une vie qui reflète mes choix, mes espoirs. Et donc là, j'ai décidé, à 40 ans, d'acter le changement en éliminant tout ce qui ne fonctionnait plus, notamment dans mes comportements. Prendre conscience de comment je procrastine, pourquoi je procrastine, comment je me sabote. Je me suis posé les bonnes questions pour mettre enfin mon énergie au service de mon évolution, de mes projets, de mes relations, de mes rêves, de mes idées, de mes objectifs, avec espoir, envie et surtout cette fois-ci, détermination à aller jusqu'au bout. Non pas que j'ai manqué de détermination avant. Il en a fallu de la détermination pour créer une deuxième activité alors que j'en avais déjà une. Il en a fallu de la détermination pour me former à un tout autre métier que celui que je connaissais. Il en a fallu de la détermination pour gérer tout ceci avec en parallèle une vie de famille avec des enfants en bas âge. Donc j'en ai eu. Sauf qu'à chaque fois que j'avais la possibilité d'aller au bout, de connaître quelque part mon succès, de gagner quelque chose pour moi, je m'en empêchais. Je ne m'en donnais pas le droit. Comme si moi, je n'avais pas le droit de réussir. Comme si moi, je devais jouer petit. Comme si moi, je devais continuer à me cacher, à être dans le moule de cette petite fille, réservée, timide, qui est en retrait, à être celle qui sert, à être celle qui suit. Là, j'avais envie de devenir le leader de ma propre vie, de bâtir ma propre vie. Cette citation a donc généré un déclic, puis les questions que je me suis posées derrière aussi, ça m'a permis de me sentir apaisée, comme si en fait il y avait une espèce d'agitation mentale qui se calmait, un brouillard qui se dissipait, comme si mes actions devenaient évidentes et fluides, parce qu'en fait je comprenais à chaque étape ce qui était en train de se jouer. Donc quand j'étais dans une bonne énergie, j'en profitais pour vraiment être dans la créativité, pour réaliser les tâches qui me faisaient moins envie, qui étaient moins plaisantes, qui étaient plus barbantes, pour chercher des solutions quand vraiment j'avais pas les compétences, etc. Et puis comprendre aussi ce qui était en train de se jouer quand tout d'un coup j'avais une baisse de morale, quand tout d'un coup j'avais une baisse d'énergie et que j'avais plus du tout envie, comme quand je me mettais à douter, est-ce que finalement c'est le bon choix, est-ce que j'ai raison, est-ce que je dois aller au bout de ce projet, est-ce que je suis pas en train de faire encore une erreur, est-ce que je vais me planter, est-ce que ça va être une réussite, etc. En fait, je devenais capable de déjouer les pièges que me tendait mon cerveau et en même temps, je ressentais tellement de joie, de sérénité, de me faire confiance, de me donner cette attention, de faire en fait chaque jour un geste d'amour par le biais de mes projets que ça devenait, je vais pas dire facile ou simple, mais en tout cas ça devenait fluide d'accomplir des tâches qui étaient en lien avec ce projet, même quand ces tâches étaient moins plaisantes. Mais c'est vrai que ça demandait de la discipline, de l'autodiscipline. Et retourner à ces questions, à ces pourquoi, retourner à ce déclic, à cette citation, ça m'a aidé à revenir à chaque fois dans les rails. Et donc, mon pourquoi, mon déclic, c'était que ma vie reflète mes espoirs, mes choix. Et je me suis dit, je veux ça, je veux que mes enfants se souviennent de ce message-là, avant tout. Qu'ils conduisent aussi, à leur tour, une vie qui reflète
leurs espoirs et leurs choix, et que si je leur donne pas cet exemple-là, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux de l'assimiler. Alors du coup, j'ai rassemblé dans un cahier d'exercice 30 questions, ces 30 questions ultra puissantes pour créer ce fameux déclic, et j'ai décidé de vous en faire profiter gratuitement parce que, depuis le mois de janvier, même si c'est normal, il y a des baisses de morale, des coups de fatigue, quand je relis ces questions, que j'y réponds, je retrouve la ressource nécessaire pour me recentrer sur la réalisation du projet qui m'anime profondément. Alors c'est l'e-book Les 30 questions choc, c'est en fait un cahier d'exercices pour hacker son cerveau et révéler les vraies raisons de votre procrastination. 30 questions pour passer au crible tous les freins, toutes les croyances, toutes les excuses et pour vous aider à raviver la flamme intérieure pour sentir cette joie, cette énergie de vivre une vie qui vous ressemble, une vie épanouissante qui reflète vos choix, vos aspirations et qui reflète tout simplement qui vous êtes. Je vous mets le lien pour l'obtenir gratuitement dans la description. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. Très très belle semaine à vous. À bientôt. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast et pour ne rien manquer des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous pensez que son écoute peut être utile à un proche, n'hésitez pas à le lui partager afin de le soutenir dans son cheminement personnel. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de répondre à l'appel du calme.